Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Arnold dans lequel je te présente le jeu Legacy of You, le petit dernier de Shem Phillips, auteur connu de Garphill Games. Là, c'est pas avec Garphill Games, à tout le moins la version française est avec Pixie Games. C'est un auteur qui est connu pour sa série entre autres de North Sea, il a été connu pour la série des Royaumes de l'Ouest, avec les architectes des Royaumes de l'Est, Paladin puis Vicomte. Puis là, il commence une nouvelle trilogie récemment. Il a designé un petit jeu qui s'appelle Legacy of You, qui est un jeu de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, où on doit sauver un village en construisant divers canaux qui vont permettre de repousser une inondation, de se protéger d'une inondation, tout en repoussant des vagues de barbares et en gérant adéquatement son village. C'est un jeu qui est strictement solo. C'est un jeu de campagne où on va jouer de 7 à, disons, 13 parties. Et c'est un jeu qui est complètement réinitialisable comme campagne, qui a une petite narration qui l'accompagne, qui a des éléments évolutifs dans les parties, mais qui est complètement réinitialisable, comme je l'ai dit. Ce sont des parties d'environ, je dirais, 45-60 minutes, complètement solo. Donc, comme d'habitude, je vais te montrer comment on installe le jeu. Je tente de t'expliquer le mieux possible comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Comme c'est un jeu campagne, la première chose qu'on fait au niveau de la mise en place, c'est qu'on va mettre en place notre campagne. Tu vas aller prendre le deck de cartes Victoire dans lequel il y a 7 cartes. Tu vas brasser toutes les cartes qui sont sur fond bleu, mettre ça par-dessus la carte qui est sur fond jaune. Ça va te faire ton deck de Victoire. Tu vas mettre ça de côté, tu en as besoin jusqu'à la fin de la partie. Tu vas faire exactement la même chose avec le deck de cartes de défaite. Donc 6 cartes sur fond noir, une carte sur fond jaune. Tu mets la carte sur fond jaune au fond, tu brasses les autres. Tu mets ça par-dessus. Et ça, on met ça de côté. Maintenant, chacune des parties va avoir exactement la même mise en place. Première chose que tu vas faire, c'est que tu vas placer tes canaux qui sont juste ici. Tu vas donc aller brasser toutes les cartes de canaux qui correspondent aux différentes sections du canot. Par exemple, on voit ici, ça c'est les cartes qui correspondent aux sections 1 et 2. Je vais donc les brasser, en piger 2 et aller les placer face ouverte sur les sections 1 et 2. On va faire la même chose avec les sections 3 et 4, qu'on va brasser tout ce qu'on a, puis ça va dépendre de tes parties. Des fois, tu vas en avoir plus, des fois, tu vas en avoir moins. Tu brasses que tout, tu piges le bon nombre pour les sections qui sont nécessaires. Fait que ici, on voit j'ai les sections 5 et 6. Je vais brasser ça et aller placer ça sur les sections 5 et 6. Quand ça c'est fait, je vais aller placer mon marqueur d'inondation complètement à gauche de ces canaux-là, et mon bateau sur la première carte que je vais avoir placée. On va avoir 4 bâtiments à placer juste ici pour recouvrir les 4 meeples de couleur, excepté le blanc. On va avoir 3 fermes à placer juste ici. Ici, en bas à droite, on va également avoir un deck de cartes à aller préparer qui sont les cartes de hutte. On va en piger 4 parmi celles qu'on a à ce moment-ci de la campagne. Ça va changer d'une partie à l'autre et on va aller les recouvrir. On ne regarde pas de l'autre côté. On les prend au hasard. Quand c'est fait, on va aller placer une hutte sur chacune de ces 4 cartes-là. Les autres choses qu'on va avoir placées, on va avoir le deck de cartes villageois qu'on va brasser. Et de ce deck-là, on va se prendre 10 cartes villageois qu'on va aller placer juste ici en bas à gauche du plateau. Le reste du deck, on va pouvoir le mettre en haut à gauche. Et on va recouvrir toutes les cases, sauf une, d'un villageois au-dessus du plateau. Fait qu'en recouvrant comme ça ici. On va faire quelque chose de similaire avec le deck de barbare. On va aller brasser ça. On va révéler la première carte de barbare qu'on va aller placer ici. Le reste du deck, on va le placer à côté du plateau. On va se garder un espace pour faire de la défausse. Même chose avec le deck villageois. On a finalement un deck de récit. Il y a 2 cartes qui viennent fermer notre deck. On a 69 cartes récit. On va aller se placer ce deck-là pas loin du plateau. On en a besoin tout au long de la partie. Les autres cartes qu'on n'a pas utilisées, on peut les ranger dans la boîte. Fait que toutes ces cartes-là qu'on n'aura pas utilisées pour cette mise en place-là, on peut les ranger. On a d'ailleurs des espaces dans la boîte pour ranger toutes nos cartes au fur et à mesure que notre campagne se passe. Fait que j'ai des espaces pour mes huttes et canaux. Juste ici, je peux aller placer mes cartes comme ça. Toutes les autres ressources sont déjà classées dans la boîte. Fait qu'on a juste à placer la boîte près de notre zone de jeu.
Et on est prêt à commencer une partie. Maintenant, comment gagne-t-on ou perd-on une partie de Legacy of You? Premièrement, comment on va gagner une partie, c'est qu'on va réussir à construire toutes les cartes canaux. Fait qu'à chaque fois qu'on construit l'une de ces cartes-là, on va l'enlever du plateau de jeu. Puis si on réussit à construire les 6 cartes qui sont demandées et qu'on survit à ce tour-là, des attaques de barbares, on va gagner la partie. Comment on va faire pour perdre? Il y a 3 façons. Premièrement, on peut perdre par l'inondation. Si le marqueur d'inondation se rend sur une carte, donc il va avancer de façon périodique, et s'il se rend sur une carte puis que je n'ai pas encore construit cette carte-là, ou s'il sort du plateau, on va perdre la partie. On va également perdre la partie s'il y a 7 cartes de barbares qui sont dans le haut du plateau. On reconnaît les cartes de barbares parce qu'elles ont toujours, tout le mois en début de campagne, 3 meeples en haut à gauche et elles sont sur fond rouge. Donc si on a 7 cartes barbares dans le haut du plateau, à la fin d'un tour de jeu, on va perdre la partie. Finalement, on va perdre la partie si on doit détruire une carte de notre deck personnel, notre deck de villageois, et qu'on n'a plus de deck personnel. Si on n'en a plus, donc si on doit détruire une carte puis on n'a plus de deck personnel, on ne peut pas le faire, mais on va perdre la partie également. Fait que ça, c'est les façons qu'on a de gagner ou de perdre. Finalement, allons-y avec une structure rapide, un résumé rapide de la structure du tour, d'un tour de jeu, comment ça fonctionne. Dans un tour de jeu, on va commencer par une phase de récolte. La phase de récolte, elle est indiquée par cette petite icône qui est juste ici. Fait que quand on voit cette icône-là, ça nous indique qu'on peut récolter des ressources spécifiques. On va faire ça au début de chacun des tours de jeu. Ensuite, on va effectuer autant d'actions que l'on veut en respectant évidemment les règles d'action du jeu que je vais expliquer dans quelques instants. On va jouer des cartes, on va prendre des actions avec nos cartes, etc. Quand on va avoir terminé de prendre des actions, on va avoir à replacer la barge, le bateau, si jamais on l'a utilisé. Dans une 4e phase de jeu, on va subir les attaques des barbares qui sont dans le haut du plateau. Et finalement, on va rafraîchir la rangée de cartes qui est dans le haut, fait que rajouter des villageois, des barbares, selon ce qu'on a, selon ce qui s'est passé pendant le tour de jeu. Si à ce moment-là, on rajoute un 7e barbare, comme j'ai déjà dit, on va perdre la partie. Sinon, on joue un tour de jeu supplémentaire et on continue toujours comme ça. Donc, on va aller voir toutes ces phases-là, une à la suite de l'autre. Donc, première partie d'un tour de jeu, la première phase, la phase de récolte. Dans la phase de récolte, on va aller repérer ce symbole-là qu'on va voir sur le plateau de jeu, puis on va récolter tout ce qui est indiqué à côté. Comme on peut le voir, par exemple, ici, on va nous dire, première partie de la phase de récolte, je vais piger 4 cartes dans mon deck de cartes. On va se faire une zone ouverte avec nos cartes pour le plateau. Ensuite, je vais gagner un ouvrier blanc. Je vais mettre ça dans ma réserve personnelle. Je vais gagner ce qu'on appelle un Kauri, je ne sais pas comment le prononcer. Mais bref, ceci. Et je vais gagner ensuite une nourriture. On me dit que pour chaque bâtiment mauve que j'ai qui est construit, je vais gagner un jeton blanc comme ça supplémentaire. Dans mon cas, j'en ai pas, fait que j'en gagne pas. Au fur et à mesure que la partie va avancer, ça se peut que j'ai certaines cartes qui soient placées en dessous du plateau du jeu. Elles vont toujours avoir l'icône de récolte, justement. Fait que si j'en ai, dans mon cas ici, je récolterai un ouvrier jaune supplémentaire que je vais aller rajouter à ma réserve personnelle. Fait qu'on fait tout simplement le tour. Ça se peut que j'ai plus de cartes comme ça ici. Ça se peut que j'ai révélé certains de ces bâtiments-là. On voit qu'il y a l'icône de ressources juste ici. Donc, si ces 3 bâtiments-là sont construits, je récolterai un ouvrier blanc, une nourriture et un ouvrier de la couleur de mon choix supplémentaire. Fait qu'on ramasse donc, dans une première phase de jeu, toutes les ressources qu'on a qui sont disponibles dans notre phase de récolte. Je vais tout de suite préciser que si au moment où on pige des cartes, que ce soit dans notre phase de récolte, que ce soit plus tard pendant notre phase de jeu où on fait une action qui nous permet de piger davantage de cartes, si on doit rebrasser notre deck de cartes, c'est cette condition-là qui va faire que l'inondation va avancer. Par exemple, si je commence mon tour de jeu, puis je suis comme ça ici, donc je commence ma phase de récolte, je dois piger 4 cartes, je suis toujours obligé, je vais en piger une. Ensuite, j'en ai plus dans ma pige, donc reprendre ma défausse. On va brasser ça, puis ensuite, je vais piger les cartes manquantes. Comme j'ai eu à rebrasser ma défausse, je vais prendre le pion inondation et je vais l'avancer d'une case. C'est à ce moment-là qu'on peut potentiellement perdre la partie. Dans l'exemple que je viens de faire, la carte qui est ici n'est pas encore construite. Comme l'inondation a avancé sur une carte qui n'est pas construite, la partie est perdue. Si j'avais été plus tard dans la partie, cette carte-là est construite, mon bateau est donc rendu ici. Je dois brasser mon deck de cartes, donc le jeton inondation avance dans une case qui est maintenant libre. Je suis correct, je n'ai pas perdu la partie. Fait que l'inondation, le jeton inondation va fonctionner comme ça. À chaque fois qu'on finit notre deck de cartes et qu'on doit le rebrasser, le pion avance. Et si on n'a pas libéré la carte qui est devant, on va perdre la partie. Ensuite, dans la deuxième phase du jeu, on va commencer à faire des actions en tant que telles. C'est là qu'on va prendre notre tour de jeu actif.
Il y a différentes actions qu'on peut faire. On va les passer une par une. La première action qu'on peut faire, c'est de jouer nos cartes villageois. Les cartes villageois elles-mêmes vont se jouer de différentes façons selon ce qu'on veut faire avec. Il y a 4 façons que les cartes villageois peuvent se jouer. Il y en a 3 que je vais t'expliquer. Une que tu vas découvrir en courant de campagne. Première façon que tu peux jouer une carte villageois, tu peux la défausser pour aller chercher la ressource qui est sur fond marron-brun en haut à gauche. Dans ce cas-ci, je pourrais défausser cette carte-là puis aller rajouter un ouvrier rouge à ma réserve. Deuxième façon que tu peux jouer pour aller chercher l'icône rouge qui est ici. Si tu vas jouer pour aller chercher l'icône rouge, il va s'ajouter à ce que tu vas avoir dans l'icône marron. Par exemple, cette carte-ci, je pourrais la mettre dans ma défausse pour aller chercher 2 jetons de nourriture. Ou je pourrais m'en débarrasser pour jouer l'icône rouge puis aller chercher 3 jetons de nourriture. Disons que c'est ça que je fais. Je vais racheter 3 jetons de nourriture à ma réserve. Cette carte-là, je vais l'envoyer dans la défausse qui est juste ici. Il va falloir que j'aille racheter cette carte-là éventuellement. Pour l'instant, elle sort de mon deck. Ça, c'est la deuxième façon de la jouer. La troisième façon que je vais jouer, je dois avoir des espaces qui sont disponibles juste ici. En début de partie, on a un espace qui est disponible, celui que j'ai déjà montré. Au fur et à mesure qu'on va construire ces cartes-là, on va libérer davantage d'espace. Et là, pendant mon tour de jeu, je pourrais aller jouer une de mes cartes villageois comme ça ici. Disons que je vais aller jouer, évidemment. Ça marche jamais comme je le veux. Donc, je vais jouer cette carte-là juste ici. Si on va jouer cette carte-là, on voit que chacune des cartes dans le bas a un effet de récolte qui va se faire pendant la première phase de jeu. Donc, si je joue une carte comme ça ici ou si j'en joue plusieurs dans mon tour de jeu, à partir de mon prochain tour, mes récoltes, je vais avoir plus de ressources. Fait que ça, c'est ma première option d'action, jouer des cartes villageois. Ma deuxième option que je peux faire dans mon tour comme action, je peux construire le canal. C'est donc aller construire les cartes qui sont là ici. Ça, je peux pas le faire plus qu'une fois par tour. Fait que si je décide de le faire, je vais aller payer les ressources qui sont dans le haut de la carte. Dans ce cas-ci, on me dit que je dois payer 2 ouvriers blancs et je dois payer 2 jetons blancs. Comme ça ici, donc je dois donner tout ça. Ça, je vais rendre ça à la réserve. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire cette carte-là. On va enlever la barge qu'on va mettre sur le côté du plateau quand on fait ça. On va aller prendre la carte. On va gagner ce qui est dans le bas. Dans ce cas-ci, je gagnerai donc une brique et un bois que je rajoute à ma réserve personnelle. Et quand j'ai une petite tortue comme ça ici, ça indique que je dois aller lire quelque chose dans le livre des récits. Le livre des récits, c'est ce livre-là. Quand on va aller lire à l'intérieur, on a vu sur la carte précédente, je dois aller lire l'entrée 3. Donc, je vais aller lire l'entrée 3 et potentiellement que ça va modifier des règles, ça va rajouter des choses à l'intérieur du jeu, ça va aller modifier ce qui se passe jusqu'à maintenant, des trucs comme ça. Donc, on va aller lire ce qui va se passer et ça, c'est l'action pour construire un canal. Ensuite, je vais avoir l'option de construire mes différents bâtiments, ce que je peux faire pendant mon tour de jeu également. Pour pouvoir construire un bâtiment, je dois avoir un espace où le construire. En début de partie, on commence avec un seul espace qui est construit. Puis au fur et à mesure qu'on construit des cartes canaux, on va révéler davantage d'espace où on peut construire des bâtiments. C'est des espèces de cases carrées comme ça ici. Fait que j'ai 3 types de bâtiments que je peux construire. Le premier bâtiment me coûte un ouvrier blanc, une brique, un bois. Fait que si j'avais un ouvrier blanc, je pourrais sacrifier une brique, un bois pour construire ce bâtiment-là et aller le placer juste ici. Quand on recouvre quelque chose, on gagne immédiatement cette ressource-ci. Dans mon exemple, je viens de recouvrir un jeton de nourriture, donc je le gagne, je l'ajoute à ma réserve. Je ne suis pas obligé de construire de gauche à droite, fait que j'aurais pu le construire là à la place pour aller chercher une ressource différente. Et les fermes, ces bâtiments-là ici, je suis pas obligé non plus de construire de gauche à droite, je prends celui que je veux. Ils vont me donner différents bonus au moment de la phase de récolte. Fait que soit je vais avoir un ouvrier blanc, un nourriture ou un ouvrier de la couleur de mon choix, sauf blanc, de plus à chaque phase de récolte, si je construis l'un de ces 3 bâtiments-là. Deuxième bâtiment que je peux construire, coûte plus cher à construire, un ouvrier blanc, une brique, 3 bois. Ces bâtiments-là fonctionnent de la même façon, donc je vais l'enlever puis je vais aller recouvrir l'une des cases disponibles, gagnant le bonus de cette case-là. Je ne suis pas obligé de le faire de gauche à droite, je le fais dans l'ordre que je veux. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me donner de la versatilité. Fait que si, par exemple, dans mon cas, disons que j'avais construit celui-là ici, on voit que maintenant, mes ouvriers blancs, mes ouvriers bleus et mes ouvriers jaunes sont considérés comme étant de la même couleur. Donc, ça va me donner beaucoup de versatilité. Si je vais aller construire quelque chose qui me prend un ouvrier blanc, je pourrais sacrifier le jaune, étant donné que maintenant, jaune égale blanc. Au fur et à mesure qu'on construit là, ça va nous donner donc plus de possibilités. En plus, ces bâtiments-là vont m'aider à récolter des jetons blancs dans la phase de ressources, de récolte. Donc, si on va dans la phase de récolte, puis j'ai 4 cartes, un ouvrier blanc,
un jeton blanc, un nourriture, et pour chaque bâtiment mauve que je possède, je ramasse un jeton blanc supplémentaire. Donc dans ce cas-ci, dans ma prochaine phase de récolte, je ramasserai 2 jetons blancs supplémentaires. C'est mon deuxième type de bâtiment. Troisième type de bâtiment, ce sont les huttes qui sont juste ici. Elles fonctionnent à la base de la même façon, mais elles, je dois les construire de gauche à droite. Je vais donc commencer par construire elles, ensuite elles, ensuite elles. C'est les seules que je dois faire ça. Quand je construis une hutte, je paye la ressource qui est ici, donc dans ce cas-ci, j'ai besoin d'un ouvrier blanc, j'ai besoin de 3 briques et j'ai besoin d'un bois pour être capable de construire cette hutte-ci. Si je construis la hutte, je paie les ressources qui sont demandées, je ramène ça à la réserve. Je vais prendre la hutte et la placer à un endroit, gagnant le bonus comme d'habitude, et je vais tourner la carte pour aller chercher un bonus qui est aléatoire. Dans ce cas-ci, c'est un texte à lire dans le livre des récits. J'ai déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionne. Je vais aller tout simplement lire l'entrée correspondante dans le livre des récits et je vais aller faire ce qu'ils me disent de faire. Ça se peut qu'on me demande d'aller chercher des cartes dans le deck récit, des trucs comme ça. Fait que je vais suivre les consignes. Fait que ça, c'est le troisième type de bâtiment que je peux construire. Lui, en construisant ce bâtiment-là, ben, on voit qu'on ouvre un emplacement d'ouvrier. Ça, je vais y revenir pour montrer comment il fonctionne. Et on ouvre aussi, le plus important, on ouvre un endroit où je vais pouvoir aller placer des villageois en dessous pour améliorer mes prochaines phases de récolte. Une autre action que je peux faire extrêmement importante, je peux aller attaquer les barbares. Pour attaquer les barbares, mais je dois avoir à fournir le nombre d'ouvriers qui est demandé dans le coin en haut à gauche de la carte barbare. Dans ce cas-ci, par exemple, je dois fournir 2 ouvriers jaunes, 1 ouvrier rouge pour pouvoir attaquer ce barbare-là. Je dois également payer de la nourriture selon où le barbare est rendu. Plus il est loin, plus je dois payer en nourriture. Fait qu'ici, on voit que je dois payer 2, 3 ou 3 de nourriture. Dans cet exemple-ci, disons que je vais attaquer le premier barbare, mais on voit que grâce à mes bâtiments que j'ai construits précédemment, mes jetons blancs, mes ouvriers blancs, mes ouvriers noirs et mes ouvriers jaunes sont tous considérés comme étant de la même couleur. Fait que je pourrais attaquer lui avec un blanc qui remplace le jaune demandé, le deuxième jaune et le rouge. Pour pouvoir l'attaquer, je dois fournir 2 de nourriture. Je paie mes 2 de nourriture et ça me permet de vaincre ce barbare-là. Quand on bat un barbare, on va aller gagner la récompense qui est en haut à droite. Dans ce cas-ci, on va aller chercher donc 3 de ces 10 jetons blancs que je vais rajouter à mes réserves personnelles et la carte barbare est tout simplement défaussée. On ne remplace pas la rangée immédiatement. Je continue à attaquer. Disons que ça me prend 3 de nourriture pour attaquer le prochain barbare. Je vais attaquer celui-ci. J'aurais pu tout à fait attaquer celui-ci. On y va dans l'ordre qu'on veut si on a les ressources qui sont demandées. Dans mon cas, donc, je vais payer 3 de nourriture pour attaquer lui. J'ai l'un des ouvriers bleus qui est demandé. Je n'ai pas les ouvriers noirs, mais moi, mes ouvriers noirs et mes ouvriers blancs sont interchangeables. Donc, je vais donner ces ouvriers-là. Je vais battre également ce barbare-là, ce qui me permet de récupérer un ouvrier blanc et de récupérer un jeton blanc que j'ajoute à mes réserves. Cette carte-là est défaussée. Et ça fonctionne comme ça pour attaquer des barbares. On peut également récolter ou plutôt recruter de nouveaux villageois au fur et à mesure que la partie avance. Les cartes villageois vont arriver de la gauche, vont aller vers la droite. On doit tout simplement payer en nourriture. La première carte ne coûte toujours rien de nourriture, la deuxième carte coûte 1, troisième carte coûte 2, ensuite 2, 2, 3, et ainsi de suite. Fait que dans mon cas, je pourrais dire par exemple, je prends cette carte-là et quand on récolte, quand on recrute un nouveau villageois, on va l'ajouter à sa pile de villageois épuisés, donc ça défausse personnel. Si on n'a pas les ressources suffisantes, je vais préciser tout de suite qu'il va y avoir, plus on va révéler de nouvelles cartes canaux, plus on va résoudre les cartes canaux, on va révéler des espèces d'échanges qu'on va pouvoir faire à n'importe quel moment dans notre tour de jeu, à l'extérieur de notre tour de jeu. Fait que par exemple, si je voulais recruter cette carte-ci, on le voit qu'elle coûte une nourriture, je n'ai plus de nourriture, mais comme j'ai révélé cette carte canaux-là, comme je l'ai faite, mais j'ai révélé cet échange-là que je peux faire, qui me permet de transformer 2 jetons blancs en 1 nourriture autant de fois que je le veux. Fait qu'en faisant ça, ça me permet de recruter cette carte-là que je rajoute à ma défausse. Et pourquoi pas, je pourrais même le faire une autre fois si je le veux pendant mon tour de jeu. Donner 2 jetons blancs pour faire l'échange qui est juste ici et me permettre d'aller recruter une autre carte villageois. S'il me restait 4 jetons blancs, il n'y a rien qui m'empêcherait d'aller recruter celle-là également. Fait que les échanges, on voit ici 3 blancs pour une brique, pour un bois, pour un de nourriture. Je peux défausser une carte de ma main pour aller chercher 2 blancs. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on va révéler des échanges de plus en plus avantageux pour nous.
Finalement, avec nos ouvriers qui sont libres, on va pouvoir aller utiliser les huttes qu'on va avoir construites. Il y en a une qui est déjà disponible en début de partie, mais on va révéler davantage de jetons, de cases plutôt d'ouvriers qu'on peut aller placer. Si on va là, c'est instantané, on va gagner la récompense qui est juste en dessous. Dans ce cas-ci, je pourrais gagner une nourriture, ou je pourrais aller le placer là pour aller chercher un ouvrier de la couleur de mon choix. Et si j'ai pas besoin de cet ouvrier-là, il n'y a rien qui m'empêche de le placer immédiatement ici pour aller gagner le bonus. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va récolter, ça va nous débloquer de plus en plus de possibilités pour aller placer ces ouvriers-là. Je précise que contrairement aux autres ouvriers qu'on utilise, ceux-là, on les perd pas. Ça veut dire dans ma phase de fin de tour, quand je vais les récupérer, je vais les ramener dans ma réserve personnelle. C'est la seule façon qu'on a d'utiliser des ouvriers où on ne perd pas l'ouvrier qu'on utilise, on le garde pour le prochain tour. Donc on continue comme ça jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'action. Fait que soit on construit la carte canot dépendamment où on est rendu, soit on recrute des nouveaux villageois, on attaque des barbares, on se sert de nos cartes à nous pour les défausser, pour aller chercher des ressources, ou on peut les défausser de façon plus définitive, où on va devoir aller les recruter de nouveau pour aller chercher davantage de ressources. On peut utiliser nos actions de hutte et on peut commercer en faisant des échanges qui sont sur le plateau. Quand on a terminé notre tour de jeu, on ne peut plus rien faire. Là, on va passer dans les différentes phases de fin de tour. Première chose qu'on va faire, c'est de replacer la barge. Si on a construit une carte, la barge est présentement hors plateau, fait qu'on va aller la replacer sur la carte suivante dans les différents canaux. Si elle est déjà sur le plateau, ça veut dire qu'on n'a pas construit de canot ce tour-ci. On peut en construire juste une fois par tour. Donc, comme on n'a pas construit de canal, on laisse tout simplement la barge sur place. Ensuite, on va subir les attaques des barbares. Fait que chaque barbare qui reste sur le plateau de jeu va nous attaquer. On peut gérer ce barbare-là de deux façons. Soit on subit des dégâts. Les dégâts, c'est toujours indiqué juste ici en bas à gauche le type de dégâts qu'il fait. Dans ce cas-ci, les 3 barbares nous infligent 1 de dégâts. Soit on paie la ressource qui est demandée à droite pour corrompre le barbare, le soudoyer, pour l'empêcher de nous attaquer. Fait que dans ce cas-ci, soit je subis un dégât, soit je rends à la réserve un ouvrier jaune, soit je subis un dégât, soit je rends à la réserve un ouvrier bleu, soit je subis un dégât, soit je rends à la réserve un bois. Dépendamment de nos ressources, ça se peut qu'on puisse se servir de nos ouvriers qui peuvent correspondre à différentes couleurs pour répondre aux besoins. Si on ne peut pas ou on ne veut pas donner ces ressources-là, on doit subir des dégâts. Quand on subit un dégât, on prend la première carte de notre deck et on la renvoie dans la défausse générale et non dans notre défausse personnelle. Donc notre deck de villageois va être plus réduit. Fait que si je prends les 3 de dégâts, ça indique que je perds 3 cartes dans mon deck. On se rappelle qu'à chaque fois qu'on rebrasse notre deck, on doit faire avancer le jeton d'inondation. Donc, plus notre deck est petit, plus ce jeton-là va avancer rapidement. Après avoir fait les attaques, il reste juste à remplir la ligne de cartes qui est juste en haut. Comment on fait pour la remplir? Toutes les cartes villageois, on va commencer par les ramener complètement à gauche, le plus possible. Tout ce qui reste, s'il m'en restait 2, si par exemple il m'était resté ceci et cela, je les aurais tassés le plus possible à gauche. Ensuite, on va regarder le nombre de carrés rouges plus 1 qu'on a de visibles sur le plateau de jeu. Au début, on va en avoir juste sur les différentes cartes canaux. Éventuellement, il peut en avoir ailleurs. Donc, on voit ici, j'ai 2 plus 1 comme ça ici, ce qui veut dire que j'ai 2 barbares qui s'ajoutent. On va aller faire la place nécessaire pour ajouter les 2 barbares et on va les ajouter complètement à droite de la ligne. À ce moment-là, si j'ai 7 barbares, j'ai perdu la partie. On voit que j'en ai 5 sur 7. Ça va pas super bien, mon affaire. Si jamais je devais ajouter un barbare supplémentaire, par exemple, puis la ligne est déjà pleine, le villageois qui est le plus à la gauche, on va le mettre dans la défausse, on va tout tasser le reste et on va rajouter le barbare pour lui faire de la place. Quand on a rajouté nos nouveaux barbares pour le tour suivant, là, on est prêt à commencer un nouveau tour de jeu. Et donc, on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait réussi graduellement à construire toutes les cartes qui sont demandées dans le jeu. On peut en construire une seule par tour, on se rappelle. Plus on avance, plus on révèle des possibilités de commerce qui sont intéressantes. Fait qu'ici, par exemple, je peux donner 2 nourritures, 2 jetons blancs pour aller prendre la première carte du deck villageois de recrutement que je rajoute directement à ma main. C'est super intéressant. Ici, je peux vendre des ressources. Ici, je peux transformer un ouvrier blanc dans un ouvrier d'une autre couleur, des trucs comme ça. Par contre, au fur et à mesure qu'on construit nos canaux, on voit qu'on a de plus en plus de barbares qui arrivent par tour. Fait que le dernier tour de jeu, quand je vais construire le dernier canal, je vais avoir 4 barbares qui vont s'ajouter. Donc, et je dois survivre à ce tour-là. On va terminer la partie, comme j'ai déjà dit, si on réussit à construire cette carte-là et qu'on survit au tour. On va perdre s'il y a 7 barbares dans le haut. Si on doit détruire une carte, on subit un dégât et on doit détruire une carte de notre deck et on n'a plus de carte dans notre deck. Ou si le jeton d'inondation se rend sur une carte
qui n'a pas été construite. Fait que si on est comme ça, puis jetons d'inondation, on se rend juste ici, mais on perd par l'inondation. Ou même dans le dernier tour de jeu, si on a construit la dernière carte, mais que le jeton d'inondation, parce que je dois rebrasser mon deck, sort du plateau, on a également perdu la partie. Je termine en soulignant l'importance du livre des récits et de ce petit icône-là qui indique qu'on doit aller lire des trucs là-dedans. Quand on voit donc l'icône de tortue, on va nous demander d'aller lire des choses et la narration va venir de là. Ce livre-là va régulièrement nous demander d'aller ajouter des cartes qui viennent du deck de récit. Le deck de récit, c'est comme ça ressemble à ça ici. Et on voit que toutes les cartes sont numérotées dans le bas à droite du deck. Fait qu'il va nous demander, va chercher les cartes 8, 9, 10, 11, 12 et rajoute-les à tel deck, villageois, barbare, canal. Et grosso modo, la façon que ça va fonctionner, c'est que si tu gagnes une partie, on va généralement te mettre des bâtons dans les roues pour la partie suivante. Et si tu perds une partie, on va t'aider à mieux partir ou à mieux démarrer ou donner des petits bonus pour la partie suivante. Fait que le deck de récit, il va avoir beaucoup de cartes comme ça qui vont venir modifier les composantes au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta campagne. La campagne elle-même, la façon qu'elle va fonctionner, c'est quand tu vas gagner une partie, on se rappelle qu'on a préparé ces 2 decks de cartes-là en début de campagne. Quand tu vas gagner une partie, tu vas piger la première carte du deck de victoire. Tu vas aller la lire, là, je ne la révélerai pas, tu vas aller la lire et ça va te donner une entrée dans le livre de récit. Généralement, comme je viens de le dire, ces entrées-là vont te donner quelques bâtons dans les roues, ils vont te donner des nouvelles règles, des nouvelles façons des nouvelles choses que tu peux faire ou des blocages que tu vas avoir pour les parties subséquentes. Et tu vas gagner, tu vas terminer la campagne si tu réussis à aller piger cette carte-là, donc à une 7e victoire. Dans le cas des défaites, à chaque fois que tu perds la partie, même principe, tu vas piger la première carte du deck de défaite et tu vas aller lire l'entrée correspondante, ça va t'acheter des règles, ça va généralement te donner des bonus pour les parties suivantes, des trucs comme ça. Et la campagne va également se terminer si tu atteins une 7e défaite. Fait que la première carte jaune que tu piges, donc 7e victoire ou 7e défaite, ça va mettre fin à la campagne et je te laisserai découvrir comment ça se passe quand tu mets fin à une campagne. Donc voilà, tu viens d'avoir les règles pour Legacy of You, qui est disponible en français, soit dit en passant. Si je commence avec les composantes, c'est un jeu dont j'aime beaucoup les composantes. Il n'y a pas tant de composantes que ça. La boîte est relativement petite. Elle est bien classée, mais elle est petite. Tes cartes, le visuel des cartes, le graphisme est très intéressant. L'iconographie est extrêmement claire. Tu n'auras pas besoin. Il y a une petite page à la fin du livre de règles qui t'explique tous les icônes de bonus que tu peux rencontrer, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Telle icône, tu gagnes une carte, tu défausses une carte, tu dois piger une carte, tu peux utiliser des ressources, remplacer des ressources, etc. On t'explique tout ça très clairement, mais tu n'en as pas vraiment besoin. Les icônes sont très très claires. Les jetons font ce qu'ils ont à faire, là, les jetons de briques. C'est des espèces de cubes de briques. Mais bon, ça fait le travail. C'est pas une production qui est stellaire, qui est extraordinaire, mais c'est une production qui est tout à fait satisfaisante. À tout le moins, selon moi, j'aime bien la qualité des cartes également. Je suis pas certain que je vais le sleever, même si tu brasses quand même souvent les cartes. J'aime beaucoup de la façon qu'ils ont fait le deck de récit, où tu as un paquet de cartes de divers types qui sont cachées à l'intérieur de ce deck-là, mais c'est numéroté, fait que c'est facile de s'y retrouver sans se divulgacher les différents éléments qui vont avoir dans ces cartes. J'aime le fait qu'on t'annonce, par exemple sur les cartes villageois, on t'annonce qu'il va y avoir des icônes qui vont servir à quelque chose plus tard, tu découvriras bien par toi-même quand est-ce que ça va servir et de quelle façon. C'est un jeu que j'aime beaucoup, les composantes, il n'y en a pas beaucoup. Ça prend vraiment pas de temps à installer une game. Installer une partie, ça prend littéralement 3-4 minutes, même pas ouvrir la boîte et installer ça, parce que l'une des choses que j'aime le plus en termes de composantes dans le jeu, je sais pas si on va bien le voir, mais c'est l'insert. Toutes les cartes qu'on va avoir, ils vont être classées ici, fait qu'on fait juste prendre les divers decks, puis on les place. On a un endroit pour les cartes qui vont quitter de façon définitive le jeu au fur et à mesure que la campagne avance. Toutes nos ressources sont déjà classées, fait que je les sors même pas de la boîte. J'ouvre la boîte, je mets ça sur le côté du plateau, puis mon jeu il est déjà installé. Fait que ça, c'est des aspects que je trouve extrêmement positifs. Au niveau du gameplay, c'est un Shem Phillips. Il y a des choses qu'on va reconnaître si on aime certains de ces jeux, entre autres les fameux ouvriers de différentes couleurs. On a 5 couleurs d'ouvriers dans le jeu qui vont servir à différentes choses. Ils ont des thèmes, là, les blancs, c'est manœuvres, les jaunes, je pense, c'est les archers ou ceux qui ont des lances, il y a les guerriers, etc. Fait qu'ils ont différentes connotations thématiques, mais ultimement, on essaie de bien gérer son engin pour être capable de repousser les barbares tout en faisant progresser le canal, les cartes canaux. C'est un jeu au niveau mécanique qui est extrêmement, qui est quand même très difficile. J'ai plus de défaites que de victoires.
Je dirais que ça regarde. J'ai pas terminé, en toute honnêteté. J'ai lu toutes les campagnes complètes pour être capable d'en parler. Je n'ai pas fini au complet, j'ai une douzaine de parties. Puis c'est vraiment solide comment ça fonctionne. C'est intéressant comment ça progresse d'une partie à l'autre, sans que ça te rajoute des règles extrêmement complexes, mais il y a une certaine évolution. Il n'y a pas de règles complexes qui s'ajoutent du tout, là, soit dit en passant. Mais il y a une belle évolution au fur et à mesure que tu as des victoires et des défaites. Quand tu as une victoire, on va te dire, ben là, il se passe quelque chose de négatif, il y a un nouveau groupe de barbares qui se lève, fait qu'on va aller brasser des cartes de barbares plus difficiles dans le deck de barbares. Si tu as une défaite, c'est l'inverse. L'empereur t'envoie des ressources qui vont t'aider à partir, ou etc., etc. Fait qu'il va y avoir des petites choses qui vont venir s'ajuster pour pas que t'aies 6 victoires ou 6 défaites d'affilée. Si jamais t'as de la misère, si jamais tu deviens trop bon dans le jeu. J'aime beaucoup la structure du tour de jeu qui est très fluide et qui fonctionne super bien. On récolte nos ressources, on joue nos actions, il n'y a pas tant de choix d'actions que ça. Soit je joue mes cartes pour aller gagner des ressources, soit je construis le canal, ce que je dois faire, soit je construis divers bâtiments. Les choix des bâtiments, je trouve que c'est des choix qui sont déchirants, qui sont très difficiles parce que tu ne construiras pas toutes dans une partie. Puis grosso modo, ce que tu as, c'est soit j'ai des bâtiments qui me donnent de la versatilité, fait qu'ils vont me permettre d'utiliser des ouvriers comme des ouvriers d'autres couleurs, soit j'ai un bâtiment qui me donne un petit bonus au début de chacun des tours de jeu, mais qui ne me coûte pas beaucoup de ressources à construire, c'est le plus facile à construire, soit j'ai un bâtiment qui va me permettre de révéler mes cartes huttes, qui vont me donner des bonus, qui vont me donner accès à des actions avec mes ouvriers, et qui vont me permettre de jouer des cartes en dessous qui vont améliorer mes récoltes de début de chacun des tours de jeu. Fait que c'est vraiment des choix extrêmement difficiles. Si tu pars juste dans une direction, ça peut être difficile. Dépendamment de comment les barbares vont sortir, tu as besoin de beaucoup d'ouvriers de différentes couleurs. Si tu ne donnes aucune versatilité, ça se peut que ça soit difficile, mais en même temps, tu as besoin des autres ressources. Fait que je trouve ça super intéressant, cet équilibre-là. De la même façon, je trouve ça super intéressant l'équilibre qu'ils ont fait à jouer tes cartes villageois parce que des fois, tu as terriblement besoin de la deuxième ressource qui est indiquée sur la carte, mais si je le joue pour avoir toutes les ressources de la carte, mais je dois perdre cette carte-là que j'aurai à racheter plus tard. Ce qui rend, parce que si je perds cette carte-là, mon deck est plus mince. Si mon deck est plus mince, l'inondation va revenir plus souvent. Puis si l'inondation vient plus souvent, mais je vais perdre la partie. Fait que c'est un jeu très tendu, très difficile, mais à la fois facile à comprendre, facile à jouer. J'ai pas tant de choix d'actions différentes que ça, puis ces actions-là vont avoir une évolution qui est intéressante d'une partie à l'autre, fait que je ne reverrai pas toutes les choses. Dans le livre de règles, on te dit que tu vas voir à peu près 40 à 60% du contenu total qu'il y a dans le jeu en une seule campagne. Ça me semble être vrai. Je ne suis pas du tout passé au travers toutes les cartes récits. Fait que selon les cartes que je vois passer, je sais que je vais pouvoir rejouer une deuxième campagne sans avoir l'impression que je refais exactement les mêmes choses. Puis en toute honnêteté, le jeu de base lui-même, c'est un puzzle qui est tellement intéressant, efficace et simple à la fois que je serais pas du tout fâché de juste rejouer avec le jeu de base over plusieurs fois, et le recommencer. C'est vraiment un beau petit jeu sympathique. Si tu aimes les jeux euro de type gestion de ressources avec un peu de placement d'ouvriers, gestion de main de carte, prise de risque d'une certaine façon, puis vraiment un jeu où tu dois gérer tes priorités de façon adéquate, puis c'est un jeu d'opportunisme d'une certaine façon, parce que si je construis ma carte de canal ce tour-ci, ben je sais qu'à partir du moment, comme elle révèle un nouvel icône de barbare, ben à partir du prochain tour, je vais avoir 2 barbares ou 3 barbares qui vont apparaître par tour au lieu de 1 ou 2. Ben, est-ce que je suis assez solide au niveau de ma gestion de ressources, ma production de ressources pour être capable de repousser ces barbares-là à tous les tours de jeu? Fait que il y a un peu de prise de risque là-dessus de cette façon-là. C'est vraiment pour moi une belle petite découverte ludique. J'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. J'avais terminé la campagne et en refaire assurément minimalement une autre. Probablement d'autres après. Puis je sais que dans l'équipe, il y a Vincent qui va vouloir l'essayer aussi. Et je suis persuadé qu'il va aimer ça. Fait que moi, c'est une belle découverte. Bon jeu solo. Si tu veux découvrir un bon jeu solo euro qui s'installe rapidement, qui se joue rapidement sur la table, sur le deck pendant l'été, avec un petit café en se levant le matin, c'est comme ça que je joue. C'est vraiment hyper agréable. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je te le recommande si jamais c'est le genre de bébelle qui peut t'intéresser. C'est sûr que si toi, t'aimes les jeux hautement interactifs, coopératifs, etc., c'est pas ça que tu vas retrouver. C'est vraiment un casse-tête individuel qui, je crois, peut te plaire si tu es un amateur de jeux solo. Cela étant dit, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour qu'on puisse continuer de tenter de te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi.